Alléluia. Angoisse, fausse angoisse, j'ai plus de repères. Ah ouh. Et non, je suis pas un loup-garou, on n'est pas à Gérardmer, non, on est à Toulouse. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans La Vie Désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. On l'avait pas fait la dernière fois, vous avez été nombreux et nombreuses à ne pas le dire, c'est-à-dire personne même, c'est Julie qui m'a dit « Robin, Tu ne l'as pas dit au dernier podcast. T'es un fou, qu'est-ce qui se passe ? T'as un manque de carence ? Non, mais ça, c'est de faire le loup-garou à toutes les sens. Bah, t'oublies de dire les choses, quoi. C'est ça. Sauf que la dernière fois, j'avais fait non et non. Tu vois, j'étais trop concentré, etc. Bref, bienvenue dans cet épisode récap de Gérardmer que nous faisons une semaine après la fin de ce festival. Alors, ah merde, je viens de foirer ma vanne. En fait, j'avais prévu récap avec des doigts, des guillemets, parce que c'est pas vraiment un épisode récap. Parce qu'on va juste parler des films qu'on n'a pas parlé entre-temps. Parce que petit message d'introduction, c'est un petit message d'excuse que l'on doit tant aux nos auditoristes qu'aux gens de Gérardmer. Nous étions censés faire 4 épisodes journaliers sur les films qu'on avait vus au festival de Gérardmer. Néanmoins, pour des raisons personnelles, ça n'a pas pu se faire. D'où le fait d'avoir renommé le premier épisode partie 1. Et là, c'est la partie 2, du coup, que vous voyez, qui vient donc compléter et terminer les 7 autres films qu'on n'a pas pu vous parler durant ces 3-4 épisodes avec des masterclass, etc. Donc voilà, mais vu qu'on l'a fait une semaine avant, on s'est dit pour que ça soit un petit peu intéressant, on va faire une sorte de classement. On va commencer de ce qu'on a le moins aimé pour finir avec ce qu'on a préféré lors du festival. Mais du coup, je ne suis pas tout seul. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Julie. Voilà. Bonjour Julie. Bonjour, je suis ici. Comment ça va ? Ça va ? Comment tu as été reposée depuis Gérardmer ? J'ai décidé de me reposer d'une façon assez particulière, c'est-à-dire que j'ai enchaîné avec un autre festival. Grosse folle. Je tiens à dire que j'avais déjà prévu. Voilà, hop, ça a été écrit. Je l'ai mis sur mon plan de t'insulter comme ça. Grosse folle. Voilà, c'est ça. Tu es rentrée hier. Je suis rentrée hier. Voilà. Je suis un peu malade. Je peux possiblement tousser pendant l'émission. Ouais. Et j'espère que ça va, quand même, malgré tout. Ça va, malgré tout. Malgré la fatigue, ça va. J'ai vu plein de films cool, là, ces 10 derniers jours. Donc ça, c'est. Tu l'as dit que tu étais à Gérardmer ? Tu as juste dit festival. Tu as précisé Gérardmer, Clermont-Ferrand. Je pense que tout le monde était au courant que Oui. C'est moi la fatigue aussi. Clermont-Ferrand, je veux dire. Du coup, voilà, j'ai enchaîné avec le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Et est-ce qu'il y a un court-métrage que tu pourrais nous conseiller En plus, qui est pratique parce qu'il est accessible sur Arte. Pour tous et toutes votre visionnage. Voilà, c'est ton coup de cœur, me semble-t-il. Voilà, tu peux nous en parler rapidement, peut-être. Il s'appelle Como si la tierra se las hubiera tragado, ou en français Comme si la terre les avait avalés. Ça a l'air passionnant. Un court-métrage de Natalia León sur, j'essaie de pas trop en dire, mais sur la place des femmes au Mexique, on va dire. Voilà. Est-ce que tu dirais que c'est le Emilia Pérez du court-métrage animé ? En mieux. En mieux, super. Voilà. On va révéler la supercherie parce que nous sommes des honnêtes journalistes. Allez. C'est ta coloc. C'est ma coloc. Mais néanmoins, en plus d'être une amie très proche, c'est une très bonne réalisatrice. Elle a fait un super film qui a donc été sélectionné dans plusieurs festivals et qui a déjà eu des prix et qui donc est diffusé sur Arte. C'est un très bon film, allez le voir tout de même. Et voyez-le maintenant avant qu'elle gagne son César l'année prochaine. Au César 2026. Voilà, vous avez l'exclu. Sachez que vous avez l'exclu avant tout le monde. Donc du coup, nous pouvons commencer tout de go avec une première partie. En bref, on va parler de 3 films qu'on n'est pas ultra fan. Voilà, ce genre de petits films comme ça. Et on commence tout de suite avec Please Don't Feed the Children de Destry Aline Spielberg. Ah, un nom qui nous évoque des choses. Alors il est tout bas. Qu'est-ce qui fait qu'il est tout bas, Julie ? Qu'est-ce qui fait qu'il est tout bas J'essaie de me souvenir de qu'est-ce qui s'est passé avec ce film. Et en fait, je pense que le truc principal, c'est un peu la déception d'avoir un film qui a un peu un postulat de base assez fort et qui abandonne très vite en fait son propos. Donc, comme le dit son titre, c'est dans une société où il y a une sorte d'épidémie. Et en gros, tous les enfants sont porteurs ou ont diffusé cette épidémie et du coup ils sont un peu mis de côté par la société, tout le monde les accuse et voilà, ils sont un peu interdits de faire plein de choses. Et donc je trouve que ce postulat de base est intéressant dans l'idée de questionner en fait la place des enfants dans la société et qu'est-ce que ce serait une société dans laquelle les enfants seraient mis de côté, quoi. Mais le film ne va finalement
pas du tout exploiter ça, il part sur autre chose. Les enfants vont arriver dans une maison et ça va être en mode le cliché de oh là là, ils ont rentré dans la mauvaise maison, en fait il y a une personne qui est un peu folle dedans et il se passe d'autres choses, quoi. Mais donc voilà, et après ça part dans quelque chose de hyper basique, hyper classique, hyper déjà vu 1000 fois. On n'est jamais surpris, on sort le film et on est en mode bon, ben, on a déjà vu ça plein de fois, quoi. C'est trop bizarre de créer un univers avec une idée et puis de l'abandonner et d'en rien en faire, quoi. Ouais, le film se fige. Et encore, tu vois, c'est un truc dont on a parlé ensemble avec d'autres amis qui étaient en même temps que nous pour voir le film. C'est la fille de Spielberg, ça n'échappe à personne. Donc, quand la fille de Spielberg se ramène avec un premier film où le premier film dit hey, voilà, en fait, c'est des jeunes, ils sont mal perçus, ils sont mal vus et ils sont mis de côté. Moi, je suis en mode, bah, génial, t'as vraiment un parallèle avec elle, peut-être sa vie. Je me suis dit, peut-être qu'elle va raconter quelque chose de comment les anciens réalisateurs voient la nouvelle génération qui arrive. Peut-être qu'elle va essayer de construire un propos sur le fait que malgré le fait qu'elle soit une Nepo Babies, donc fille d'eux, bah, elle mérite sa place, etc. Donc je me dis, cool, elle peut faire une jolie métaphore, etc. Ça peut être sympa. En plus, le début du film peut avoir quelque chose un petit peu teenage des années 2010 et en même temps emprunter des codes narratifs, enfin surtout visuels, pardon, des années 80. Mais comme tu dis, il n'en fera rien. Il se fige au bout de 15 minutes et après il part sur quelque chose. Et comme tu dis, en plus, pourquoi pas jouer avec ce stéréotype de la mauvaise maison, mais c'est pas subtil. Le film va continuellement te dire attention, cette femme est peut-être dangereuse. Et continuellement, il va te le dire alors que tu l'as très bien compris. Voilà, et donc c'est attendu, c'est décevant. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est vraiment dommage, tu vois. Et encore une fois, ça fait un nouveau film de Neo Babies parce qu'on est en mode. Est-ce que s'il n'y avait pas eu le nom derrière, est-ce que cette personne aurait pu faire ce film, quoi? C'est un peu la question qu'on se pose. Et pareil, moi, ma question que aussi je me posais, c'était quelle était son implication vraiment dans le projet, parce que... qu'est-ce qu'elle voulait faire avec ce film, quoi? Parce que si c'est pour raconter une histoire qu'on a déjà vue 1000 fois, quel intérêt, quoi? Après, tu vois, bon, là on fait une rapide discrétion et ensuite on passe au suivant, mais moi ça me dérange pas qu'on me raconte la même histoire du moment qu'on me la raconte d'une manière qui vaut le coup de me la raconter. Mais là, pour le coup, je trouve que même, enfin, il y a pas grand-chose à sauver, quoi. Non. On continue avec un film qui cette fois-ci était en compétition parce que là on vient de quitter leur compétition. On va vous parler de Grafted de Sacha Rainbow. Et là, pour ma part, j'ai encore moins de choses à dire. En fait, le gros problème qu'a ce film, c'est qu'il sort littéralement 1 an après The Substance. Ce qui veut dire deux choses. Déjà que The Substance a tellement marqué les esprits que c'est devenu instantanément une référence. Genre vraiment, c'est le deuxième festival que je fais où est-ce qu'on me parle de The Substance en ressortant d'un film. Donc voilà, The Substance, c'est un film culte déjà. Voilà. Et après, en fait, c'est un film sur du body horror. Alors, il va pas que avoir The Substance, il va prendre un petit peu de The Mask. Et c'est vrai, je l'ai pas vu le film, mais effectivement, c'est un peu la même intrigue que Volte-Face. Ça nous raconte l'histoire d'une jeune scientifique. Enfin, son père est scientifique. Il essaye de créer une molécule qui permet de, entre guillemets, réparer les défauts de la peau, voilà, et rendre les personnes plus belles. Et donc sa fille va continuer ses travaux après une expérience qui a raté. Et ensuite, le film essaie de tenir un propos sur la beauté parce qu'elle n'est pas super belle, ou en tout cas elle n'est pas dans les codes de beauté. Et du coup, le film veut partir là-dessus sur en fait, comment atteindre une beauté, comment se faire accepter des autres, etc. Sauf que là aussi, c'est un film qui ne respecte pas ses promesses parce qu'au bout de 30 minutes, le film devient une sorte de quête à récupérer un putain de carnet. Et le film n'est que ça. Il y a plus rien. Et si en plus, en dehors de ça, il y a des passages qui sont ultra cheap, notamment le moment où est-ce que elle sort avec un mec qui à un moment chute. Oui. Et c'était tellement mal filmé qu'à un moment, je me suis dit, c'est une vision qu'elle a, c'est un rêve. Je me suis dit la même chose. Je me suis dit, bon, quand est-ce qu'elle se réveille? C'était dans le film, en fait. Voilà. Et donc... Ouais. Vas-y, Julie. Ouais, non. Si j'ai pas déjà tout dit, malheureusement. C'est ça, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que moi, je suis ressortie du film en me disant, c'est trop dommage de partir avec ce postulat de base de on va parler vraiment des idéaux de beauté et tout, pour l'expédier super vite. D'autant plus que je trouvais hyper intéressant parce que c'est quand même une protagoniste qui est chinoise. Et je pense qu'il y aurait eu un propos super intéressant sur comment les personnes non blanches sont soumises à des critères de beauté de personnes blanches. Enfin, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui auraient pu être dites en fait
avec le début du film. Mais voilà, le film n'en fait rien. Il y a 2-3 trucs un petit peu visuels de body horror qui ont un peu marché sur moi. Le truc du masque, certaines images, même comme tu disais, la scène avec le père au début, l'accident. Enfin, il y a certaines choses qui ont un peu fonctionné, mais après, le film se perd. Il y a cette espèce de quête pour du coup récupérer le carnet de son père, et puis ça part dans tous les sens. Et voilà. Enfin, voilà. Moi, ce que je reproche, c'est que le film, il perd son propos et puis il va dans tous les sens et c'est un peu lassant, quoi. Il y a assez peu de choses qui le sauvent. Je suis d'accord pour dire qu'il y a quelques passages de body horror qui sont assez organiques et ça j'aime bien, mais certaines, encore une fois, sonnent ultra cheap. Et puis il y a un côté très caricatural aussi dans les relations entre les personnages. Je pense de certaines réactions, que ce soit de niveau de la voisine, de niveau des flics, de la tante, du prof, etc. Enfin, il y a des relations, tu t'y crois pas, c'est du toc. Alors, encore une fois, ça pourrait être justement l'exagération de on explore les stéréotypes, les dictats, etc. Mais là, ça sonne creux. En fait, c'est vraiment ça le gros problème, c'est que c'est un film qui sonne creux. Et enfin, on parle du dernier de cette première partie. C'est un gros morceau, malgré tout. C'est Le Maître et Marguerite de Mikhail Lochkin, qui est donc l'adaptation, me semble-t-il, du roman éponyme, de ce que j'ai cru comprendre. Alors, j'ai pas lu le roman, je crois que Julie, toi non plus. Non, pas du tout. Voilà, alors j'en connaissais même pas l'existence, je t'avoue. Je ne sais pas ce que vaut le roman, mais quand tu vois le film, ça doit être un bordel, parce que c'est assez incompréhensible. Est-ce que tu as envie de parler de ton expérience, déjà, ton expérience en tant que spectatrice ? Alors, c'était une séance très compliquée, puisqu'on était dans une salle. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs salles à Germay qui sont comme ça. Le Paradiso, pour celles et ceux qui connaissent. Quand tu es assis et que la salle est comblée, qu'il y a des gens partout, en fait, les gens de devant te cachent une partie de l'écran, notamment le bas de l'écran, c'est-à-dire l'endroit où sont placés les sous-titres. Donc, quand c'est des films en anglais, l'anglais je comprends, donc même si je vois pas les sous-titres, c'est pas très grave. C'était le cas pour Grafted. Il y a des moments où il parlait en chinois, donc je devais un peu lever la tête, mais je comprenais ce qu'il disait. Ou Azrael. Il n'y a pas de dialogue. C'est parfait, il n'y a pas mieux. C'est un très bon film à regarder quand on ne peut pas voir les sous-titres. Mais là, quand c'est un film en russe, je ne parle pas le russe, je ne comprends pas le russe. Le film dure 2h30. J'ai vu vraiment la moitié des sous-titres pendant tout le film. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait, quoi. Parce que je me disais, peut-être que je comprendrai quand même en voyant la moitié des sous-titres, en voyant l'action, les interactions entre les personnages, je vais comprendre ce qui se passe. Waouh, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors que moi, j'ai lu les sous-titres et je peux vous assurer que je n'ai pas compris non plus. Ça me rassure un peu. Pour le coup, je me suis dit, j'aurais été un peu deg d'être passé à côté du film à cause de ça. Bon. Là, c'est juste le film qui part trop dans tous les sens, quoi. Ouais, je suis en train de lire ce que j'ai écrit. En fait, je trouve que le film... Mais bon, encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce qui est tiré du film, qu'est-ce qui vient vraiment du film, qu'est-ce qui vient du bouquin. Je sais que là où est-ce que le film a énormément perdu, et je pense que toi aussi, et il y a une fictionnalisation de la réalité, ce qui fait qu'on perd toujours pied en mode est-ce que ce que je regarde est la réalité ou est-ce que je suis que le fantasme d'un auteur, sachant que si ça n'était que ça, bon, à la limite, des fois tu as des indices, des fois c'est évident, tu as un fondu, ça te permet de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Sauf que si en plus de ça, tu rajoutes le fait que il y a des flashbacks dans des flashbacks dans des flashbacks, que tu rencontres un personnage qui va te dire « moi j'ai connu ça » et dans son flashback, il y a un autre personnage qui dit « moi j'ai vu ça ». Donc, tu dois avoir 5-6 histoires. Des gens qui sont en train de raconter des histoires, on voit leur histoire qu'ils racontent. Dans cette histoire, ils racontent des histoires qu'ils ont rencontré quelqu'un, qu'ils ont rencontré une histoire. Et donc ensuite, on fait des allers-retours, mais c'est jamais vraiment précisé. Enfin, ça peut être précisé quand, par exemple, tu es dans la cellule d'une personne, mais tu vois, par exemple, rien que ça, c'est 2 gars qui parlent, sauf que de souvenir, c'est un gars qui les observe, les deux en train de parler. Et je sais plus qui correspond à quoi. J'ai du mal aussi. Voilà. C'est, attention, petit jeu de mots, ce sont des poupées russes de flashback. On peut le dire. Mais c'est dommage parce que, pareil, l'idée de base, c'est donc un écrivain qui va écrire un bouquin et qui, du coup, va mélanger des éléments de sa vie réelle et un truc fictionnalisé. En fait, il va fictionnaliser sa vie. Donc, l'idée de base, tu te dis, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais je sais pas pourquoi ils sont... Enfin, je sais pas, ils ont rendu ça tellement complexe que vraiment, je comprenais pas... si c'était la réalité ou pas, quoi. Qu'est-ce que le film voulait nous faire
nous faire comprendre, quoi. Et même en dehors de ça, il y a des aspects, genre par exemple, un moment, il va dans une pièce de théâtre avec un personnage que j'ai adoré, on y reviendra après, et il va se mettre à rêver une séquence, mais c'est pas genre je rêve, allez, 30 secondes, 1 minute, ça part en cacahuète. Là, il va rêver cette séquence pendant 15 à 20 minutes. C'est hyper long. Et le film, dès le début, te dit c'est un rêve. Alors, ça, c'est pas compliqué, mais c'est juste que il va tellement loin dans cet aspect de fictionnalisation que bon, moi, ça fait partie de ces moments où je me suis mis à rire très premier degré parce que je me suis dit, le film n'a plus rien à foutre de raconter une histoire, il veut juste envoyer toutes les idées visuelles qu'il a, et s'il n'a pas le budget, c'est pas grave. Si on voit qu'il y a des effets spéciaux, notamment celui du chat, Le chat, incroyable. le chat, Je pense que c'est le truc qui va me plus le marquer du film, c'est ce le chat. putain de chat qui à un moment monte sur un lustre et tient avec ses pattes un pistolet qui tire sur des soldats. Cette scène, pour moi, c'est voilà, là tu vois, c'est les summums où le film en a plus tellement rien à foutre que je m'éclate avec lui, c'est incroyable. Le chat qui auparavant du coup parle avec une espèce de vieille voix de mafieux et fume des cigares. Que veux-tu? Non, vraiment, en vrai, lui, contrairement au tout premier, le Grafted, pourquoi pas le voir si vous êtes curieux, mais autant lui, en fait, à voir avec des potes. Franchement, je pense que vous pouvez vous marrer, d'autant plus que si vous voulez vraiment avoir l'expérience, mais parfaite, regardez-le dans sa version russe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un personnage que j'aime beaucoup, qui est interprété par un acteur que j'aime bien aussi, qu'on a vu dans... Alors attends, comment il s'appelle? Diel. Auguste Diel, que vous avez pu voir notamment dans Une vie cachée ou dans Inglourious Basterds, c'est vraiment un acteur qui a vraiment une gueule et il est C'est un super. acteur allemand, non? Oui, exactement. Ouais. Et là, dans le film, il a cette gueule. Sauf que vu que c'est un acteur allemand et qui ne parle pas russe, des fois, c'était compliqué de le faire parler en russe. Donc, ils ont trouvé une solution. Ils ont fait la méthode doublage russe, c'est-à-dire qu'il parle en allemand, son interlocuteur parle en allemand, sauf que c'est doublé par-dessus, en mode voice-over un petit peu. Donc, c'est-à-dire que tu entends à la fois la voix du comédien, puis tu entends son doublage par-dessus, comme il faisait à l'époque, et qu'il continue de faire. Donc, tu as vraiment les deux voix et tu n'as aucune intonation de la part du comédien russe qui le double. Et ça, c'est quand il n'est pas complètement doublé. Il y a des fois où il parle, tu vois bien que déjà, c'est pas du tout synchro, tu vois bien que c'est pas du tout le même enregistrement sonore et qu'il n'y a aucune intention. C'est incroyable, vraiment, et ça arrive plus d'une fois. Je crois que tu dois avoir au moins 15 minutes de film qui n'est pas du tout en russe et qui du coup est doublé en russe. Surtout que j'ai l'impression que ce personnage qui est assez important dans le film, lui il parle jamais en russe. Soit il parle en allemand et on a en plus la voix russe par-dessus, soit il est juste doublé en russe et donc on le voit lui jouer plein d'expressions dans son visage et doublé avec le gars hyper monotone. Mais oui, c'est vrai, il y a les deux. Il y a vraiment cette différence entre sa voix et son visage qui est pas du tout, qui ne correspond pas. Bref, voilà, c'est fini pour les en bref. On va s'attaquer maintenant à non pas à des films, mais à des masterclass, parce qu'effectivement, Gérard Armé, ce n'est pas que des films, c'est aussi des masterclass. Des rencontres, des discussions. Exactement. De rencontres auxquelles Julie m'a tiré pour venir. Est-ce que tu regrettes, Rob? Non. Ah, c'est déjà bien. On va commencer par la toute première, celle de Ty West, qui était l'invité d'honneur de ce festival. Il y a eu la projection de sa trilogie X dans la grande salle en une soirée. Et après, il y avait, parmi ses précédents films, lors du dernier épisode, je vous avais rapidement évoqué The House of the Devil. Julie, vu que tu es une habituée des masterclass, tu en as fait, t'as roulé ta bosse, comme on dit dans le milieu. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette masterclass, de ce que tu as pu apprendre? Ouais. Aïe, il y a un petit ouais là, ça commence mal. Non, mais je pense que ça va être assez rapide parce que c'est vrai que moi, je suis pas une énorme fan de Ty West dans la mesure où j'ai juste vu sa trilogie X et je la trouve très sympa, quoi. Mais voilà, je suis pas fan extrême comme d'autres peuvent l'être, je suppose. Là, donc, comment s'est structurée sa masterclass, c'est-à-dire qu'il a surtout, on lui a posé, la personne qui posait des questions, donc, lui a parlé de toute sa vie, on va dire, c'est-à-dire de quel était son premier rapport au cinéma, comment il a commencé à en faire jusqu'à arriver à la trilogie X. Et donc, il y avait des choses assez que j'ai trouvé assez chouettes, c'est-à-dire comment lui, il a découvert le cinéma par les vidéostores, il s'est pris de passion pour tous ces films un peu d'horreur, surtout. Avec série B, série Z, tout ça. etc. Et plus tard, en fait, en revisionnant les films, il a commencé en fait, à voir les effets. Et c'est du coup en voyant un petit peu ces effets, il a commencé à les comprendre et il a pu se dire, en fait,
enfin, c'est comme ça qu'on fait des films, ça peut être possible. Il s'est dit, c'est un peu accessible, moi aussi, je peux en faire. Et donc voilà, ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, il a fait une école de cinéma, donc c'est pas non plus un autodidacte. Il a pas tout appris tout seul, comme d'autres. Bon, bref, on s'en fout. Il avait rencontré, Kelly Reichardt, je crois. Ouais, c'était Ouais. sa prof à son école de ciné. Exact, c'est une des 3 personnes qui est considérée comme une rencontre vraiment décisive dans sa vie. Un autre truc qui m'avait marqué, c'était comment il parlait de son rapport au fait de tout faire dans les films. Il disait qu'au début, en fait, quand t'as pas de budget, quand t'as pas une équipe énorme, juste tu fais tout parce que c'est plus pratique, quoi. Parce que si c'est toi qui filme, qui monte, qui produit, forcément ça fait moins de gens à payer. C'est juste toi et ton temps qui est mis en jeu. Et en fait, il disait qu'au fur et à mesure, il y a une sorte de basculement quand il y a plus d'équipes et de budget. Il disait qu'il avait un peu continué à faire beaucoup de choses en fait dans ses films, et il disait que c'était un petit peu aussi un truc de contrôle, de vouloir contrôler tous les aspects de son film. Ouais, et ouais. Il y a un autre truc que j'avais trouvé intéressant, c'était qu'il parlait donc de... il avait fait plusieurs films, et après il avait fait une énorme pause au cinéma pour en fait réaliser des épisodes de série. Et c'est après ces épisodes de série qu'il a réalisé la trilogie. Ouais. Et donc il disait qu'en fait, en réalisant pour la télé, il avait appris plein de trucs techniques en fait. Et donc je trouvais ça intéressant aussi de voir... souvent, c'est un peu mal perçu, tu vois, quand les réalisateurs de ciné font des pauses ou passent parfois à la télé. Et lui, il en parlait comme quelque chose de vraiment... qu'il avait appris plein de choses, il avait vu plein de choses de très différentes, tout un monde un peu technique très différent qu'il a pu ensuite réutiliser dans les derniers films qu'il a fait. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que dans les masterclass auxquels j'ai pu assister, c'est pas quelque chose qui revient souvent, surtout que des cinéastes. Bon, maintenant, on est à une époque où vraiment des cinéastes qui font des séries, je vais pas dire c'est devenu quotidien, mais c'est pas quelque chose de surprenant. Chaque cinéaste, il y a Cuarón qui a fait un disclaimer l'année dernière. On peut penser, Lynch évidemment bien sûr, mais qui c'est Nicolas Winding-Refn. Bon bref, des cinéastes qui se mettent à la réalisation de séries, il y en a de plus en plus, c'est quelque chose qui est plus apprécié, mais c'est vrai que il revient assez peu sur l'expérience, et lui il disait, en dehors de tout l'aspect technique qu'il a pu apprécier, c'est aussi le fait que il s'est retrouvé beaucoup plus détendu. C'est-à-dire que là où est-ce qu'un film, ça va être quelque chose de personnel, là c'est un peu une commande à laquelle il répondait. Donc il s'est senti vraiment à l'aise par rapport à l'équipe technique, il s'est senti beaucoup moins sous pression. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des cinéastes, alors il n'a pas vanté, j'irai pas jusqu'à là, mais vraiment parler aussi positivement de l'expérience avec la télé. Alors peut-être qu'il a encore son contrat, donc il peut pas tout dire, mais je pense que c'était sincère en tout cas dans la manière dont il décrivait. Dans les trucs que j'aimais bien, tu parlais de comment il a commencé à créer son éveil, son imagination par rapport au vidéoclub. Il avait parlé notamment de Bad Taste de Peter Jackson, vraiment ce film, tu vois, de vidéoclub, et en disant que voilà, c'est un gars comme lui qui avait fait des films avec zéro budget avec ses potes, et en fait c'était le truc de c'est possible. Et ça c'est un truc qu'il a beaucoup aimé. Lui il s'est mis à faire ses moyens métrages, ses courts métrages pardon, juste avant d'intégrer des écoles de ciné. Il disait que c'était hyper rudimentaire, il avait pas de logiciel de montage, donc il faisait ça à même le caméscope. Enfin il utilisait 2 caméscopes pour essayer de couper la pellicule comme ça au fur et à mesure qu'il regardait à travers la télé. Enfin, c'était hyper rudimentaire. Et il disait que c'est quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. Et honnêtement, même sa trilogie X, à part Maxine, qui me semble-t-il, lui, c'est un budget beaucoup plus conséquent que les 2 autres, c'est quelqu'un qui fait des films avec 3 fois rien. On peut parler de The Roost, par exemple, son premier long métrage qu'il a réalisé à 22 ans. Il a tourné ça en 13 jours. Ils avaient 50 000 $ de budget. Au total, c'est même pas le nombre de budget qu'ils avaient au tout début. Bon, après, le truc, c'est que j'ai noté 2 autres chiffres. Un moment, ça parle de 30 000, un moment, ça parle de 13 000. Mais bon, 50 000 $ de budget, c'est que dalle. Je crois que les 2 autres chiffres, c'était peut-être ce qu'il avait dit au début du tournage, enfin, ce qu'on lui donnait au début, et finalement, ça fait monter jusqu'à 50 000. Mais justement, et après, c'est ce qu'il a dit, c'est ça qui était super par rapport à ses premiers films, c'est que vu que ses films, il les faisait avec que dalle, parce qu'en plus, il occupait beaucoup de postes, les producteurs, ils étaient hyper aptes à lui donner de l'argent. Et puis, ses premières expériences lui ont permis de rencontrer d'autres personnes à travers plein de festivals, et c'est ce qui a fait qu'au fur et à mesure, il a pu appuyer un petit peu sa présence et se mettre à faire des films un peu plus mis en avant. Je pense avec ses collabs avec VHS, par exemple, et jusqu'à... je ne sais pas si c'est sa consécration, mais en tout cas, ce qui a fait que maintenant, il a quitté un peu un public de niche pour atteindre vraiment le grand public, c'est sa trilogie X. Enfin, avant sa trilogie X, quand j'ai vu ses autres projets, je me suis dit, ah oui, j'en ai entendu parler, mais là, pour X, je pense que il y a une énorme partie, vous qui nous écoutez, je pense que vous connaissez tous, en tout cas, sa nouvelle trilogie. Donc, à voir qu'est-ce qu'il va faire pour le moment, on ne sait pas, mais
un mec chill, quoi. Mais ce n'est pas la seule masterclass à laquelle nous avons assisté. Le lendemain, nous avons assisté à une autre masterclass, une table ronde, et il y avait beaucoup plus de personnes, sur les effets spéciaux. Là, c'est toujours un petit peu différent parce que là, quand tu es un cinéaste, c'est très simple, hein, tu prends toute sa vie et tu suis une ligne droite. Là, en fait, on avait plusieurs personnes. Alors, on avait des cinéastes, on avait Emma Benestan et Thibaut Hérin, je crois, Hérim, le réalisateur de Else, dont on parlera tout à l'heure. Emma Benestan, que vous connaissez peut-être pour Fragile, mais surtout si elle a parlé de son expérience, c'est surtout pour Animal. Et après, on avait d'autres personnes. J'ai pas noté les noms, je suis désolé. Et en fait, c'était des artisans et des gens qui avaient des boîtes d'effets spéciaux et des cinéastes qui venaient tous ensemble parler de comment fonctionnait l'univers des effets spéciaux en France surtout. Parce que bon, Hollywood, c'est une machine à part entière, notamment par rapport à la question du budget. Et une des grandes questions qui venaient, c'était comment réussir à faire de beaux effets spéciaux quand on n'a pas des budgets hollywoodiens. Pour rappel, la moyenne d'un budget français, c'est à peu près du 3 à 4 millions. Donc avec ça, vu que tu dois payer toute l'équipe technique, tu dois payer les comédiens, tu dois payer les décors, etc., quelle place on laisse aux effets spéciaux? Donc ils revenaient chacun d'entre eux sur comment ils faisaient ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils disaient l'importance de l'organique à travers ces effets spéciaux et faire une sorte d'hybridation entre VFX et SFX. Alors juste pour donner des termes, VFX, ça va être tout ce qui va être l'aspect numérique, les CGI, la foule qui va être rajoutée en 3D, etc. Et ensuite, les SFX, c'est la partie plastique, dont certains font déjà, notamment dans Animal, sans trop en dévoiler, c'est en fait, ça va nous raconter l'histoire d'un taureau-garou. Voilà, exactement. Et l'actrice qui va interpréter ça avait sur les rushs initiales un masque qui était préconçu, sur lequel ensuite on s'est mis à rajouter d'autres choses, ou même il y a des trucs à la con auxquels j'avais pas du tout pensé, mais à un moment elle est un peu tapie dans l'ombre, on est en pleine journée, mais c'est juste que par rapport à son chapeau, ça fait de l'ombre sur son visage, on voit pas trop ses yeux, donc ça c'est l'aspect un petit peu plastique, là il y a littéralement une actrice, et ensuite avec le numérique, on vient rajouter ses yeux, on vient rajouter du blanc pour justement un regard beaucoup plus précis. Et voilà, c'est toujours ce genre de petits trucs. Et ensuite, ils expliquaient comment ils essayaient de réfléchir à la mise en scène, comment, à cause d'un manque de budget, des fois ils passaient de 14 plans à 2. Quel plan tu choisis, comment tu fonctionnes. Et voilà, et j'ai eu l'occasion de poser une question sur les directeurs de la photographie. Parce qu'en fait, vu qu'à chaque fois, il faut avoir un résultat final, comment ils arrivent à collaborer tous ensemble. En fait, leur réponse était on fait l'image la plus propre parce que dès qu'on doit envoyer à un studio, à un prod, etc., l'avancée du film, la plupart du temps, il n'y a pas les effets spéciaux. Donc on est obligé d'avoir l'image la plus proche possible pour ensuite pouvoir essayer de la valider auprès des gens. Donc voilà, c'était, ma foi, très intéressant. Julie, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à... C'est vrai que j'ai pas beaucoup noté, mais j'ai trouvé aussi ça très intéressant, surtout voilà, cette idée, comme tu disais, de réfléchir à comment interagissent en fait ces différentes équipes en fait, donc puisqu'il y a comme tu disais les SFX, les VFX, les gens sur le tournage, les réalisateurs réalisatrices avec ceux qui font les effets spéciaux, donc les entendre discuter ensemble, je trouve ça hyper intéressant de voir voilà, comment cohabiter finalement pour créer des effets spéciaux, c'est très cool. Et en plus à chaque fois ils montraient, et ça j'ai beaucoup aimé, pour chacun des créateurs, créatrices, il y avait des sortes de vidéos qui montraient du coup des extraits de... Je sais pas comment ça s'appelle, les trucs des... Alors eux, ils appelaient VFX Breakdown, Voilà, c'est ça. mais je sais pas si c'est vraiment le vrai terme, mais grosso modo, c'est le avant-après. Voilà, ils montraient les images tournées, et puis les images ensuite, comment elles ont été traitées numériquement surtout. Mais donc on voyait aussi du coup les effets visuels pratiques, et ensuite les effets numériques. Donc c'était très, très cool, franchement, on a vu plein de choses... des images vraiment chouettes, et voilà, les entendre parler, ça se voyait que c'était des gens qui avaient beaucoup de respect pour les effets, et donc ça fait plaisir. Ouais, et surtout aussi, ça permet de prendre conscience que les effets spéciaux, bon, ça date pas d'hier, et puis littéralement la France est le pays des effets spéciaux avec Georges Méliès, d'ailleurs c'était l'introduction, mais c'est juste pour dire que maintenant c'est de plus en plus intégré dans le processus créatif. Tu parlais de l'équipe technique, c'est vrai que j'avais noté, maintenant l'équipe technique est impliquée avec l'équipe SFX. L'équipe SFX maintenant, c'est plus les gars qu'on dit on verra ça en post-prod, on les croise jamais durant le tournage. Maintenant ils font partie
du plateau de tournage, et dès qu'il y a une merde, notamment par rapport à des coupes budgétaires ou autres, ils sont obligés d'être là pour dire bon, comment on assure, quel plan on doit faire, et des fois j'ai cru comprendre que même eux ils étaient au niveau du cadrage, enfin ils allaient jusqu'à ce certain point pour ne pas empiéter la vision du réalisateur, mais quand même essayer de faire quelque chose qui s'y rapproche tout en faisant le meilleur par rapport à eux-mêmes et pas l'impossible. Voilà, bah ça pour le coup c'est quelque chose que je savais pas et j'ai trouvé ça très intéressant de m'imaginer, voilà, ce qu'on s'imagine qui sont vraiment juste dans la post-prod, être aussi présent sur les tournages, prendre du temps pour filmer certains trucs qui va ensuite les aider par la suite. Voilà. On va attaquer à la troisième partie et je te propose quelque chose, Julie. Vu que nous sommes sur les effets spéciaux et que parmi eux, il y avait Thibaut Hémin, ou Hémin, je ne sais pas, désolé pour mon manque de connaissance sur la prononciation, et ben, je te propose qu'on attaque avec Else, justement de ce Thibaut Hémin. Else qui sortira fin mai. Je te laisse commencer, Julie. Tiens, allez, vas-y. Tu commences par ce gros morceau. Oui, c'est effectivement un gros morceau, Else. Je trouve que le film a de très bonnes idées. J'aime beaucoup le concept. Donc c'est le concept qui est très chouette, c'est-à-dire l'idée qu'il va y avoir une sorte d'épidémie, encore et toujours, dans les films de genre. Mais c'est peut-être parce qu'il y a un truc récemment sur une épidémie. Ouais, peut-être. Mais j'ai l'impression que c'était quand même un sujet qu'ils aimaient bien, même avant qu'on soit confrontés nous-mêmes à une épidémie. Oui, c'est vrai que lui, en plus, pour le coup, ça date d'un court-métrage qui date de 2007, 2009, je sais plus. Donc, c'était un projet de longue haleine, ce film. Mais donc voilà, il y a une sorte d'épidémie qui va faire en sorte que les corps humains se vont fusionner avec des objets inanimés. Et en fait, du coup, ça va créer des images, tout cet imaginaire de fusion, de corps qui se mélangent, animés, inanimés, tout ça. J'ai beaucoup aimé toutes ces premières images-là, même si je trouve que l'arrivée de la première mutation, elle est un peu longue. Le film commence, on nous parle de ça, il y a cette menace, et donc évidemment, on attend de voir de nos yeux comment cette épidémie va interagir avec les personnages. Oui, parce que le film ne le cache pas, et je sais pas à quel point c'est annoncé, mais c'est un huis clos. Le film est un huis clos quasi total. Ils sont confinés, littéralement. Voilà. Encore une fois, ça me rappelle quelque chose, mais je bizarre. sais plus. Je crois que c'est la grippe aviaire qu'on a eue en 2010, il me semble, mais je suis pas sûr. Bref. Mais donc voilà, ils sont confinés, on sait qu'il y a cette menace, on attend de voir quand est-ce qu'ils vont être confrontés. Ça c'est un peu long. Moi, pour le coup, ce passage, j'ai trouvé un peu long, mais ça m'a pas dérangé. Il y a une sorte de relation un peu amoureuse qui se crée entre les deux personnages. J'étais en mode, ok, let's go. Après, il y a les premières images de mutation, comment cette épidémie, du coup, va commencer à affecter les personnages principaux. Je trouve qu'il y a des images chouettes. Toute cette partie, je suis encore intéressée. Et puis après, le film... Finalement, c'est pas à son désavantage, mais je me dis, il va pousser son idée très loin, ce que je comprends, mais à la fois, c'est ce qui va me perdre, en fait. Tout ce troisième acte, le film va nous en mettre plein les yeux, va essayer plein de choses visuellement, mais moi, ça m'a perdu. Ça allait un peu trop loin. Enfin, tu vois, d'un côté, je suis en mode cool qu'il ait essayé des choses, pour le coup, il va vraiment essayer des trucs, mais là, moi, j'étais en mode, ok, ça va un peu trop loin. C'est en noir et blanc, je comprends pas trop pourquoi. Tout d'un coup, il y a une sorte de fumée partout. Bon, il y a des effets spéciaux en voiture. Voilà, pour le coup, c'est très très dense. Du coup, cette partie-là, je sais pas trop quoi en dire. Narrativement, elle m'a perdue. Visuellement, il y avait des trucs. Voilà. Et toi, Robin? Moi, je pense l'inverse en fait. Ouais. Je sais, on a notre désaccord là-dessus. C'est pas notre premier désaccord de ce festival, mais après on trouve des points d'entente sur les prochains films qui arrivent. Mais c'est vrai que Else, déjà, contrairement à toi, même si je t'en avais parlé, ça fait quelques mois qu'il passe par plein de festivals. Et alors, je sais pas s'il gagne forcément des prix. Quoique tu me diras, il avait gagné un prix à Sitges, Sitges. Ouais, le festival du film fantastique en Espagne. Je crois que c'est Saint-Sébastien, mais je suis vraiment pas sûr. Parce qu'il avait gagné justement le prix des effets spéciaux. Tiens, justement, on y revient. Et j'ai des amis qui l'ont vu et qui ne l'ont pas dit personnellement, mais sont sortis de la salle en disant « Waouh, j'ai jamais vu ça, c'est une expérience assez fou, comment il pousse le concept, ce qu'il va apporter, etc. » Et c'est vrai que j'avais des retours extrêmement... positif, voire dithyrambique autour du film, donc j'avais une vraie attente en me lançant là-dessus. J'avoue, c'est vraiment pas un film que tu as l'habitude de voir. Je vois des gens qui vont citer du Lynch et du Cronenberg. J'avoue, je suis vraiment pas sûr de la comparaison. Donc j'y suis allé avec cette attente.
j'ai eu du mal avec la première partie parce que, comme tu dis, il y a cette première partie qui est un petit peu une introduction pour te dire, voilà, les gens fusionnent entre eux, faites attention à vous, vous pouvez fusionner avec de la matière, devenir cette matière, etc. Et tu as cette relation amoureuse que je trouve longue, pas particulièrement bien écrite. J'ai beaucoup de mal avec ces personnages qui sont un peu montrés comme un peu foufou, goofy, j'accroche pas du tout. Et puis, il y a une direction artistique qui me sort un peu par les yeux parce que c'est hyper pop, hyper saturé. C'est des couleurs genre rouge, jaune, vert, très très saturé. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. Néanmoins, à partir du moment où le film arrive enfin à ce que tu attends, c'est-à-dire un personnage se met à fusionner avec le décor, et à partir de là, il y a une menace qui se crée, et donc il va falloir essayer de voir comment on arrive à s'en sortir. Là, le film me prend. Le film me prend parce que déjà, il va y avoir un changement de sa direction artistique. Je sais pas si vous avez vu, alors je te le dis à toi, mais aussi pour les gens qui nous écoutent, ce super film qui est le meilleur de Michel Gondry, à savoir L'écume des jours. Là, je sais que je mets un pied dans le plat en disant ça. L'écume des jours, tu l'as vu ou pas? Oui, je l'ai vu. Voilà, j'adore ce film. Qu'est-ce que tu en penses, Julie, rapidement? Je m'en souviens pas très bien, mais c'est vrai que je vois la comparaison facilement. Mais tu t'en souviens pas très bien, mais tu te rappelles qu'il était super. Le film. Ouais, je sais plus. Bref, et du coup, dans ce film-là, il y a un gros changement de direction artistique, et c'est la même chose qui se passe dans Else, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, parce que justement, ça me permet de mieux accepter la direction artistique du début qui me sortait totalement. Et ensuite, une fois qu'on arrive là-dedans, on est sur les thématiques de science-fiction un petit peu, ce truc de maladie fataliste qu'on ne peut échapper, justement le principe même du fatalisme. On a quelque chose de hyper organique. Les effets spéciaux, justement, on en parlait tout à l'heure, mais ils arrivent à faire le bon équilibre entre ce qui va être numérique, donc surtout ce qui va concerner le mur, et ensuite l'organique, ce qui va concerner les actrices. Et justement, vu que c'est un film sur l'organique, c'était hyper important de ne pas le rater, et ça, ils l'ont pas raté, donc j'aime beaucoup. Et puis, sur la fin, je trouve que le film arrive à changer sa vision un petit peu, genre vraiment de tension, de survivalisme, à y implanter un moment de pure poésie, voire de complétude en mode, autant l'accepter tel que ça vient, au lieu de le fuir. Et je trouve que la fin, malgré ce qui pourrait être au premier abord une bad ending, quoi, finalement apporte quelque chose, une douceur que j'aime beaucoup. Donc le film arrive au fur et à mesure à m'avoir, même si je suis persuadé d'un truc, et en plus, quand je l'ai appris, j'ai vraiment pas été surpris. C'est le premier truc que je t'ai dit, c'est, pour moi, je pense que le film aurait mérité d'être un court-métrage. Ce qu'il était initialement. Initialement, ça vient d'un court-métrage qui ensuite ils ont tiré en long, et j'avoue qu'il y a des passages que pour moi sont en trop. Justement, tout le passage qui amène à la première fusion, je trouve ça long. C'est très 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 long, quoi. Surtout que je trouve que ça, comment dire, souvent les premières parties, leur but c'est de présenter les personnages, présenter la situation et faire en sorte qu'on ait aussi de l'empathie pour les personnages. Et finalement, je trouve que ça le fait pas forcément. L'empathie, pour moi, elle vient à partir de la seconde partie. Ouais, c'est ça, totalement. C'est pas la première qui me crée de l'empathie envers eux, pas du tout même, je dirais. Je suis un peu d'accord avec ça. Et pour le coup, j'avais pas du tout pensé à ce que tu disais, cette idée d'accepter en fait le changement et d'accepter la métamorphose. Et je trouve ça assez beau. C'est effectivement. Mais bon, pour le coup, je l'ai pas ressenti et je l'ai pas capté en voyant le film. Après, il y a aussi autre chose, et c'est quelque chose qu'il a voulu désamorcer. Parmi les retours, il y a beaucoup de gens qui l'abordent. Je l'aborde très rapidement. C'est vrai qu'il y a de l'intelligence artificielle qui a été servie pour les effets spéciaux. Alors, le réalisateur se défend en disant que déjà, ce n'est pas lui, ce sont l'équipe. Et c'était très peu, d'après ce que j'ai compris. C'est très peu. En fait, c'est le début, fin du film. Ok. En vrai, tu le vois dès que tu vois quelque chose de très lisse, très fake. Tu vois que c'est de l'IA. Des gens je mets ma main à couper sur certains plans en disant ça c'est de l'IA, ça se sent. Il dit que c'est pas sa volonté, que c'est les équipes de FX qui en ont parlé. Ils en ont pas du tout abordé durant la table ronde de la partie IA. Je trouve ça un peu dommage parce que peut-être qu'ils en ont un peu honte, ils veulent pas trop le mettre en avant. Donc voilà, je peux comprendre que ça en déplaise à certains. Après, c'est pas tout le film, c'est vraiment que certains aspects du film. Et soi-disant, c'est malgré eux, mais le film a, voilà, en fonction du budget qu'il avait, il a cette forme-là, mais voilà. Donc Else, comme je vous dis, ça sort au mois de mai. Je suis très curieux de voir comment le public va le recevoir, parce que c'est vraiment un film unique qui capte autant qu'il a l'air de mettre de côté. Ouais, je pense qu'il peut diviser pas mal pour le coup. Ah ben,
Tous les films qui ont une force de proposition aussi poussée, c'est qu'ils divisent quoi qu'il advienne. Prochain film, du coup, qui est en ex-aequo, hein, qu'on apprécie au même niveau, qui est le énième film, je ne sais plus le combien et dans combien de temps il sort, je crois qu'il sort bientôt, de A24, des studios A24, à savoir la légende d'Oshi d'Isaïe Saxon. Julie, qu'est-ce que tu as pensé de ce film que tu as, me semble-t-il... Bien aimé. Bien aimé. J'ai mis très mimi. Je pense que c'est surtout ça. Je sortirais en me disant, c'était très mimi. Est-ce que c'était beaucoup plus que ça? Je sais pas. Mais en fait, comment dire, pendant tout le film, je sais pas si je résume rapidement, mais c'est l'histoire du coup d'une petite fille qui vit dans un univers que je trouve assez stylé. Au début, il présente, ça c'est dans les Carpates, un truc comme ça? Oui, je crois que c'est ça. Mais il me semble que c'est sur une île en tout cas. Sur une île. Et donc voilà, au début, il nous présente un univers, tu te dis waouh, c'est un peu médiéval ou un peu ancien, et après tu comprends qu'il y a aussi des traces de modernité ou des trucs contemporains qui se mélangent, donc il y a un mélange assez intéressant qui est un peu mis de côté par la suite. Bon, c'est juste pour nous présenter un univers du coup, qui est un peu différent du nôtre, et où il y a donc des créatures qui sont les Oshi, qui en fait sont présentées comme des menaces pour les humains. Et donc cette fille vit avec son père qui est un peu obsédé par l'idée de chasser les Oshi, les tuer parce que c'est des menaces, quoi. Et bon, on se doute, il va y avoir un petit bébé Oshi trop mignon, et elle va se lier d'amitié avec lui et essayer de les défendre, de s'émanciper de son père un peu autoritaire, de se trouver elle, et donc de créer un lien avec les Oshi. Bon, moi, pendant tout le film, je me suis dit, c'est dragon en fait. C'est des dragons avec des créatures moches. Non, elles sont mignonnes. J'y reviendrai là-dessus. Elles Moi, sont pas... je les trouve moches, vraiment. Ok. Allez, Bon, c'est des petits singes bleus, quoi. Et elles ont vraiment un petit peu la même gueule que bébé Yoda. Je sais, c'est pas bébé Yoda, je sais plus comment s'appelle le truc de Mandalorian, mais tu vois, c'est voilà, c'est les yeux plus gros que tout noir en mode je suis mignon. Mais je les trouve moches. Ok, moi je le trouve mimes, pas... Comment dire, ils sont mignons, mais c'est vrai qu'après, ils te marquent pas forcément, comme leur design n'est pas extraordinaire. C'est vraiment des petits singes, rien de... avec des gros yeux, quoi. Non, voilà, moi ce qui m'a surtout marqué, c'est, en fait, c'est une histoire qu'on a déjà vue, c'est vraiment dragon. Il n'y a rien de vraiment très nouveau. Il y avait certaines idées qui n'ont pas totalement été exploitées. Parfois, il y a trop d'idées pour un film d'1 heure et demie, donc tu te dis est-ce qu'ils auraient dû en développer certaines, en mettre certaines de côté. Bon, c'est un peu confus parfois. Là, je vais rebondir par rapport à ce que tu dis au niveau des idées. Ça, c'est un des trucs, encore une fois, quand on est sorti de la salle, on a parlé à plusieurs. Pour moi, un des gros points noirs de ce film, c'est que, outre le fait d'avoir tout un univers, encore une fois, qui est entre tradition et modernité, mais non, mais qui voilà, ouais, te l'implante quand même dans notre présent, et pourtant, malgré tout, il y a l'air d'avoir plein de sources, de codes du Moyen-Âge, par exemple, donc il y a vraiment un univers un peu fantasmagorique, qui a l'air de fonctionner un peu heroic fantasy, tout ça. Bon, le film n'en fait rien, mais l'autre problème, c'est qu'encore dans ce truc d'univers qui n'existe pas, qui est un petit peu ailleurs, etc., le film, pour te le faire vivre, il va te mettre une play order de personnages. La plupart, on s'en fout. Enfin, vraiment, je trouve que, par exemple, William Dafoe, qui joue le père, a à sa charge plein de gosses qui ont l'air d'être des enfants perdus, un petit peu comme les enfants de Peter Pan, limite. Et avec eux, il va chasser les Oshi. Ils ne servent à rien. Ils ne racontent rien. Et ils empiètent sur des traitements de personnages qui auraient été beaucoup plus intéressants. Je pense notamment à celui de... Alors attends, comment il s'appelle? Il est dans Stranger Things. Finn Wolfhard. Merci, Julie, exactement. Et donc ça vient mettre à plat beaucoup de choses. Même le traitement du personnage de William Dafoe dans son évolution, je le trouve assez plat. Moi, ce qui va m'intéresser, en fait, effectivement, comme tu dis, c'est un simili de ce qu'on a pu voir avec Dragon, E.T. et t'as d'autres histoires comme ça où est-ce qu'un enfant va se rebeller face à ce que les gens disent en se rendant compte que les créatures qu'ils chassent, finalement, elles sont pas si dangereuses que ça. Là, ce qui va m'intéresser, c'est que le film va faire en parallèle à la fois avec cette créature qui doit rentrer au foyer familial et ses deux parents qui ne se parlent plus depuis des années. Et c'est littéralement une reconstruction familiale des deux côtés. Donc je me dis c'est intéressant. Le problème, c'est que c'est empiété par, comme je te dis, tous ces personnages, toutes ces sous-intrigues qui ne font pas avancer le film ou qui veulent
te rendre l'univers palpable, mais pour moi, ça passe pas, quoi, parce que c'est du surplus, alors que je suis sûr que en virant beaucoup de choses, tu reviens à l'essentiel, tu développes mieux les relations entre Mm. personnages, et là, tu as quelque chose de plus tangible. Mais là, j'avoue, c'est vrai que en dehors de la mignonitude du projet, qui le rend très agréable à suivre hein, également, voilà, il y a de beaux paysages, ça c'est un très gros point du film. Les paysages sont vraiment magnifiques, Mm. ils sont bien mis en avant. Voilà, je film sympa, je vais l'oublier la semaine prochaine. C'est un peu ça, malheureusement. Il y avait un autre truc que j'ai bien aimé, pareil, j'aurais bien aimé qu'il creuse plus, c'était le fonctionnement des Oshi. Puisqu'il y a du coup la personnage de la mère qui apparaît et qui nous est présenté comme quelqu'un qui étudie comment les Oshi fonctionnent, qui est plus en symbiose avec Dragon eux, 2. tout ça. Toujours, voilà. Et si on... C'est voilà, ils on n'ont pas mélangeait voulu deux aller films. que sur le premier. C'est littéralement Dragon 2. Et donc ça, je trouvais ça assez chouette. Il y avait tout un truc sur... ils utilisent la musique, les mélodies pour interagir, pour communiquer. Robin lève les yeux au ciel. Ouais, bah, vu qu'on s'est exploité. Mais c'est exactement Je ça. pense à ton père qui nous écoute et qui nous a dit c'est son film préféré. Vraiment, Jean-Claude, on t'embrasse. Mais en vrai, tant mieux pour lui s'il a passé un bon moment. Mais c'est vrai que ça, je trouvais que c'était des idées chouettes. Utiliser la musique, tout ça, pour communiquer. Et pareil, c'est genre utiliser vite fait, elle joue de la flûte, et voilà, basta, le film est fini, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Il y avait des idées, il y avait un univers, et puis, je sais pas, ils ont tout mis en 1h30 top chrono, et puis ils n'ont pas tout développé. C'est dommage. C'est loin d'être mauvais. Oui. Voilà. Et non, puis... c'est un bon moment. En vrai, c'était un bon visionnage. Oui, voilà. Et en plus, comme j'ai pu l'entendre certains le dire, ça peut être une bonne porte d'entrée, que ce soit l'univers A24, ou même, je veux dire, si vous avez des enfants... école, etc., collège, je pense que ça peut être sympa parce que voilà, il y a quelques passages qui sont un petit peu durs. Voilà, il y a quelques mises à mort, blessures du corps, mais dans l'ensemble, ça passe bien. Voilà, je pense que c'est un film familial. Après, pour le coup, voilà, il y a des défauts qui pourraient être actifs. Me semble-t-il, c'est un premier long. Je vérifie. Je crois que oui. Ouais, c'est un premier long, etc. Bon, bah du coup, voilà. À voir comment il va évoluer. Curieux de voir le reste. Nous allons continuer avec la sortie de la semaine, au moment où vous nous écoutez, si vous nous écoutez au jour de sa sortie, à savoir le nouveau film de Steven Soderbergh, Présence, qui a l'air de bien fonctionner, me semble-t-il, et qui, en dehors de bien fonctionner, a de bons retours. Et on est tous les deux très contents par rapport à ça. Pourquoi, Julie, on est très contents des bons retours qu'a le film? Parce que nous, on a beaucoup aimé aussi. Et voilà, et ça c'est du lancement. Ah là là. Je pense qu'on est toutes les deux d'accord avec l'idée que c'est vraiment un super film de fantôme. On en parlait pendant le festival, puisque forcément, dans un festival de genre, il y a évidemment donc, différents films de genre qui vont parler je sais pas moi, des sorcières, des loups-garous, des fantômes. Et on avait cette réflexion de pourquoi les fantômes sont toujours des espèces de trucs pour faire boue et pour faire peur et pour créer des sursauts, quoi. Voire te tuer. Voire te tuer, exactement. Alors moi j'ai ma théorie par rapport à ça, j'en ai deux, c'est que soit ils veulent un copain, et donc du coup ils tuent la personne juste pour avoir le copain, mais il y a ce côté gênant où, enfin, si les fantômes existent, quand tu meurs, normalement il y a ton âme qui persiste, il y a vraiment ce truc de tu rencontres la personne qui t'a tué. Donc il y a le côté un petit peu gênant de... envie d'être pote avec lui, du coup. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc, et sinon, l'autre théorie, bon, après, il doit y avoir plein de trucs, c'est j'ai envie de partir, il faut qu'il y ait une autre personne qui me remplace, donc je tue la première qui vient, et hop, je peux être libre. Bon, bref. Oui, je sais pas, parce qu'il y a des... Mais c'est vrai que, on est d'accord, j'ai beaucoup de mal avec la représentation que les gens se font des fantômes. J'y crois pas. Je tiens à préciser d'ailleurs, je ne crois pas aux fantômes, mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui me dépasse de me dire, je ne vois pas quel intérêt aurait un fantôme. Bon, c'est peut-être une pensée trop rationnelle, mais à te faire peur, ou etc. Pourquoi ils veulent pas vivre chill? Ce que ce film montre. Enfin, vivre chill. C'est différent, mais j'aime la vision que ce film a des fantômes. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que là, comme le dit le film, le fantôme, c'est une présence. Et en fait, de plus... pour moi, l'énorme parti pris du film, c'est-à-dire qu'il va nous montrer donc l'histoire de cette famille dans cette maison, mais donc du point de vue du fantôme. Tout le film, c'est le fantôme, la présence, qui va être là dans les moments de vie de cette famille. Pauvre, tu es le fantôme. Exactement. C'est littéralement ça. C'était le titre principal du film, et on lui a dit, Steven... Ouais, non, vas-y, on reste sur présence, c'est bien. Moi, il y a tout cet aspect un petit peu drame familial qui m'a
totalement capté ces personnages. Moi, j'avais envie de savoir les dynamiques entre les familles, le drama un petit peu. En plus, il y a toute une exploration, je trouve, sur... du coup, il y a le deuil qui est mentionné, il y a donc les liens familiaux, surtout pour moi, qui sont au centre du film. Et donc, au lieu de faire un film de fantôme sur l'horreur, la peur, ça va être plus, pour moi, sur presque la tristesse et les liens familiaux, quoi, en fait. Comment les personnes se rapprochent et s'éloignent un petit peu dans une famille. Et aussi, un peu malgré lui, enfin pas malgré lui, mais un peu sous-jacent la question de la fatalité, encore une fois. Oui. Le film, je trouve qu'il est très agréable parce qu'il va prendre son temps. Il y a quelques petits effets, c'est-à-dire que le fantôme, par au moins, un peu interagit avec cette famille. Mais un petit peu, pour moi, tout le questionnement du film, c'est qui est ce fantôme ? Moi, j'avais pas trop cette question. J'étais plus en mode qu'est-ce qu'il va faire ? Parce Ok. qu'il est surtout témoin oculaire. Et comme je te dis, il a 2-3 interactions. Mais la grande majorité du temps, ce qu'il fait, c'est juste observer ce qui se passe. Un peu comme Ghost Story. Sauf que là, Ghost Story, on voyait le fantôme, alors que là, on est le fantôme, littéralement. Moi, c'était un peu lié. C'était en mode qui sait, quelles sont ses intentions à ce fantôme. J'ai beaucoup aimé la fin. Je vais bien sûr pas la dévoiler. Mais je trouve qu'il y a un petit aspect, à un moment donné, il mentionne l'idée que pour le fantôme, le temps n'est pas linéaire. Une médium vient dire, voilà, cette présence n'a pas notion du temps qui a lieu, et pour elle, le temps n'est pas linéaire, en tout cas. Et ça, je trouve que c'est une idée super chouette, et j'aurais bien aimé qu'il exploite plus dans la narration. Bon, j'espère que ça aurait été... Je me dis qu'ils auraient quand même pu s'en sortir pour faire un truc clair, mais je trouve que c'est un peu dommage de mentionner ça, et puis ensuite de nous faire un déroulé de l'histoire qui est totalement linéaire. En fait, c'est pour expliquer quelque chose qui arrivera plus tard dans le film, Oui. et en fait, pour l'expliquer, ils se disent « Ah merde, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Bon, bien, on parle de non-linéarité, ce qui explique que... Alors que pourtant, le récit est linéaire, mais il y a un élément qui ne l'est pas. Et en fait, pour expliquer cet élément, ils étaient obligés de faire dire à un personnage « Eh là là, cette présence, elle n'est pas linéaire. » Pour moi, ça fait partie des petits défauts du film. Mais j'y reviendrai après. Non, mais c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'ai beaucoup apprécié. J'aurais aimé qu'il joue plus de cette idée de non-linéarité. Parce que finalement, le film, j'ai l'impression qu'il est assez simple, il est assez direct, droit au but dans ce qu'il veut dire. Je trouve qu'il le fait très bien. Si en plus, il avait rajouté cette non-linéarité, ça aurait pu donner une petite complexité, un petit truc en plus à se mettre sous la dent. J'avoue, ouais, c'est parmi les trucs sur lesquels je dis pas que le film est mauvais, je dis que c'est dommage que le film n'exploite pas plus ça. Tout comme je comprends, je ne rejoins pas, mais je comprends, par exemple, parmi les retours négatifs, certains disent ah, pour moi, j'y vois plus un cadreur qu'un réel fantôme, parce que c'est un fantôme qui, effectivement, ne traverse pas les murs, ne sort jamais de la maison, il peut pas entendre plus qu'un être humain normal, et aussi, ça, j'avoue, ça c'est un peu plus compliqué à défendre, c'est littéralement un fantôme qui arrive à choper toutes les informations nécessaires pour pouvoir nous faire avancer l'intrigue, faire comprendre les relations entre personnages et savoir où est-ce que ça va se passer. Alors, je ne suis pas entièrement d'accord parce que voilà, il y a plein d'éléments qui sont juste le quotidien banal d'une famille. Et puis aussi parce que le fantôme a une conscience. Donc le fantôme sait vers où se diriger pour pouvoir choper certaines informations et avoir du coup justement cette linéarité. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas une non-linéarité comme le film est censé l'annoncer. Ce que j'aime bien avec ce film, c'est que Soderbergh, c'est un expérimentateur. C'est quelqu'un qui va tant aller dans des films grand public très connus, la trilogie Ocean par exemple, que filmer des trucs avec son iPhone, tenter visuellement des trucs et essayer de jouer avec. Et là, c'est ce qui se passe parce que j'ai cru comprendre que le film a été tourné à l'iPhone, encore une fois. Et puis, c'est un vrai défi technique puisque vu que cette présence se balade dans la maison, ben, t'as pas de perchman, t'as pas de directeur de la photographie, donc à chaque fois, en fait, ça doit être un vrai défi technique de pouvoir faire ce film. Et c'est vrai que le résultat qui en vient, déjà d'un point de vue visuel, c'est que c'est vraiment très agréable. Tu as vraiment l'impression d'une entité qui flotte tout du long du film. Alors, ils ont dû faire ça à la Steadicam. Je sais qu'il y a eu ensuite, ils ont essayé de stabiliser par ordinateur. Honnêtement, le résultat, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Je regarde par rapport à ce que j'ai noté, il y a un personnage que je trouve, il y a un dialogue, un monologue vers la fin qui est un peu risible, je trouve. Mais en dehors de ça, je trouve que le film est une franche réussite parce que déjà, il arrive à nous capter. Quand bien même il raconte un banal assez quotidien, ça arrive à nous capter par rapport à ce qui se passe par rapport à cette famille. Surtout quand on voit une trame
voire plusieurs, qui se dessinent tout doucement, jusqu'à arriver vraiment à une apothéose, littéralement. Et ensuite, 2 éléments, c'est un film que j'aimerais bien revoir. Je sais pas si je le reverrai dans l'absolu, mais c'est vrai que quand tu as la révélation finale, c'est un film qui t'encourage à revoir. Tu te refais le film parce que tu dis je comprends mieux. En fait, la révélation finale te permet d'accepter des points que je trouvais négatifs tout au long du film. Je ne vais pas révéler lesquels, évidemment, pour que vous puissiez vous-même avoir la surprise. Et je trouve que c'est pas un film tant sur la surprise que l'expérience d'être un fantôme dans cette famille. Mais je me dis, ok, je comprends pourquoi le film a pris cette direction, pourquoi le film a employé tel dialogue, pourquoi tel personnage agit de telle manière, parce que le film veut me faire comprendre ça à la toute fin. Et puis, c'est peut-être pas des plus subtils, mais effectivement, il y a une vraie interrogation sur la question du voyeurisme en tant que spectateur. Parce qu'on est littéralement ce fantôme qui observe cette famille sans qu'elle en ait conscience, tout comme une caméra filme le quotidien, filme l'intime de personnages. Mais voilà, justement, ce truc de à quel point on est prêt. Par exemple, il y a certaines scènes qui ont dérangé des gens, comme par exemple le fantôme va assister à des scènes de relations sexuelles. Alors, honnêtement, je trouve que le film en montre très peu. Clairement, je sais pas ce que tu en penses. Le film ne les montre très peu, ces relations sexuelles. Il y en a une qui est assez courte, je trouve. Oui, et mais en plus... pour moi, cette scène, elle montre vraiment cette idée de voyeurisme-là, de être là, voir quelque chose, détourner le regard. Il y a un peu de cette idée-là. C'est ça exactement, et ça nous remet nous en notre question de spectateur en mode est-ce que c'est nécessaire qu'on regarde ça, tout comme est-ce que c'est nécessaire qu'il soit montré. Et bon bref voilà, c'est quelque chose que je pense qu'il y a un bout de chemin qui peut être fait dans ta tête en te disant par rapport à ce que je vois. Donc ouais, c'est une chouette surprise, je suis très content, c'est à la hauteur de des espérances que j'avais envers le film. Et voilà, donc le film est actuellement en salle, donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas, foncez tout de suite. Et voilà, j'espère qu'il vous plaira, tout comme il a pu nous plaire. Exactement. Allez, et top one. Et enfin, au bout d'une heure d'émission à peu près, nous allons parler de notre gros coup de cœur de ce festival. Le numéro 1, le Munster. C'était trop bon. Le fromage. Oh là là, la fondue géromoise. Oh là 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 là, c'était bon. Le fromage est délicieux. Je m'en suis racheté, je me suis refait les mêmes plats. J'en ai mangé un ce midi. C'est un délice. C'est sûr que oui, fromage, cool. Waouh, t'as rien à dire. Ah, je t'ai surpris, hein. Je vous ai surpris vous aussi. Là, vous attendiez à ce que je vous dise Wailing, mais non, je l'ai pas dit. Oh mince. Je viens de révéler le film. Et donc oui, le film dont nous allons vous parler, ce qui a été notre gros coup de cœur, c'est un gros coup de cœur partagé, c'est The Wailing, dont le titre français est désormais Les Maudites. Il y a déjà une première bande-annonce qui est sortie, de Pedro Martin Calero. Donc comme l'indique son nom, c'est un film espagnol. C'est un premier long métrage. Et comme je viens de vous le dire, voilà. Julie, qu'est-ce qui fait que c'est notre top 1 ? Qu'est-ce qui fait ? D'ailleurs, je tiens... c'est un film qui a gagné le prix du jury jeune, ainsi que le prix de la presse. Et on est très content, même si on n'a pas vu tous les films, on n'a pas vu In Violent Nature, ni Exhuma. Ça fait partie des films qu'on a malheureusement ratés. J'espère qu'on les rattrapera. Mais en tout cas, oui, voilà, The Wailing, 2 prix à Gérardmer et pas des moindres. Et donc, du coup, Julie, nous, on est d'accord avec la presse et les jeunes. Hein. Totalement. C'est un peu nous, quoi. On est de la presse et on est plutôt jeunes. C'est ça, exactement. C'est nous. On a voté pour les deux en même temps. Voilà. Non, c'est faux, on n'a pas voté. Mais... Si, on a voté. Le prix du public, c'est pas lui, c'était Auditi. Justement, je reviendrai sur Auditi. On en a déjà parlé. Ah oui, ok. The Wailing, alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film qui m'a totalement happé dès le début. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais pas écrit beaucoup de choses. Je sais pas trop comment parler de ces films parce que c'était vraiment une expérience. J'ai été totalement plongée dans le film pendant toute sa durée, quoi. Et on en a parlé après par la suite. Et ce qu'on a vraiment aimé, c'est que pour le coup, c'était un film d'horreur, mais qui va vraiment prendre le temps. Oui. Et qui se fait confiance dans comment il traite la tension, comment il traite les moments d'horreur, les moments de surprise. Oui. Et ce qui fait que c'est vraiment bien fait. Il arrive à nous créer un climat un petit peu d'insécurité pendant tout le film. Parce que c'est vraiment bien fait, parce que c'est bien dosé. Il va y avoir des moments... terrifiants, c'est... Parce que t'as comme le cœur qui se bloque, t'arrêtes de respirer. C'est pas tu sursautes ou quoi. Là, c'est l'exact opposé. T'es vraiment figé tellement tu crains ce qui va se passer ou ce qui a l'air de se passer en tout cas. Ouais.
Et le film, parfois, ne nous montre pas, nous dit rien. Et puis après, il va y avoir des moments très longs, 10-20 minutes, même plus, où il va plus du tout y avoir des moments qui font peur, quoi. D'horreur. Ouais. Mais on sent qu'il y a toujours cette tension qui plane, on sent que ça va revenir. Mais du coup, voilà, le film va quand même prendre le temps de nous présenter d'autres personnages. Après, je sais pas à quel point on raconte l'histoire ou pas. Le seul truc qu'on peut dire, parce que ça arrive quand même très tôt, c'est que si ça s'appelle Les Maudites, c'est parce que c'est le portrait de plusieurs femmes. On commence par une qui semble être suivie par quelqu'un. Et là où est-ce que le film est terrifiant et que la première scène d'introduction résume parfaitement visuellement, c'est que cette personne ne peut être vue qu'à travers des appareils visuels, on va dire. C'est-à-dire appareils... Caméra. Quoi ? Des caméras. Caméra, ouais. Caméra téléphone, caméscope, etc. Et donc c'est ça qui permet d'observer cette menace, cette présence, encore une fois, parce que sinon, à l'œil nu, ça ne l'est pas. Et cette scène d'introduction qui est géniale, je vous la révèle, mais c'est pas un énorme spoil, c'est quelqu'un qui est à une boîte de nuit, il y a du coup des flashs lumineux, donc des fois on ne voit rien, des fois on voit tout. C'est pas la lumière stroboscopique ? Oui, voilà, exactement, lumière stroboscopique, et il y a quelqu'un qui se fait agresser, mais on n'arrive pas à le saisir au tout début. Au début on se dit elle danse un peu bizarrement, oula, mais elle est pas en train de se frapper là. C'est ça exactement, et en fait c'est génial parce qu'on voit, et en même temps on voit pas ce qui se passe, parce que vu que c'est énormément dans une partie dans l'ombre, c'est comme on dissimule quelque chose. On le voit, enfin ça se passe devant nous et pourtant on le voit pas, et c'est ça que j'aime trop, c'est vraiment ce film, c'est des choses en lieu devant nous, mais si on n'a pas ce qu'il faut pour le voir, on ne le voit pas. On en voit une partie, on voit le résultat, mais on voit pas tout ce qui se passe, et bref. Donc voilà, déjà cette idée je la trouve super chouette, et après comme tu dis, il y a toute cette idée de malédiction, donc on va suivre plusieurs femmes dans plusieurs pays et sur plusieurs époques. Déjà moi j'ai beaucoup aimé toutes ces différentes parties. À chaque fois, j'étais totalement captée par ces personnages, par leur vie. Elles ont des enjeux très différents. Finalement, il y a assez peu de choses qui les lient à part cette menace-là, à part cette malédiction. Mais moi, moi, j'étais totalement dedans. J'étais grave à fond dans tout ce qui se passait. Et en plus, par la suite, ça me fait pour le coup une réflexion que j'ai eue après et pas forcément pendant mon visionnage, c'est-à-dire le propos, en fait. Que signifie cette malédiction ? Donc, on va peut-être pas trop en dire, mais pour moi ça parle vraiment beaucoup du coup des relations hommes-femmes et des oppressions un peu systémiques et générationnelles que les hommes peuvent faire subir aux femmes. Ouais. Ça va comme... En fait, le film ne donne aucune réponse. Ça, c'est quelque chose qui est super, c'est qu'il nous laisse libre cours. Donc même ce qu'on est en train de vous dire là, c'est une interprétation qu'on a du film. Après, le film a l'air de par des indices, notamment, il y a un indice que tu as relevé qui, pour moi, maintenant est une évidence, le fait que ça ne peut être observé qu'à travers des caméras. C'est tout con à dire, mais comme si il fallait une preuve physique, matérielle d'un acte pour pouvoir ensuite le témoigner par derrière, chose qui revient beaucoup dans les procès de VSS, et encore des fois ça ne suffit pas. Mais bref, par rapport à ça, c'est vrai que le film, ce que certains ont reproché, et je peux le comprendre, c'est que le film ne dévoile pas du tout son propos. En fait, il te montre quelque chose et ensuite il te laisse libre cours à ton interprétation, à ton imagination pour essayer de déchiffrer les indices que tu as vus et ensuite comprendre. Il y a des gens qui disent c'est un film qui n'a pas de propos ou alors qui ne l'explique pas clairement. Moi, je trouve que ça fait partie justement de son pitch, de comment il exécute ses idées. C'est que c'est à toi. Comme on vous dit, c'est quelque chose qui semble évident, mais s'il faut, il veut parler de totalement autre chose. Mais c'est vrai que il y a des choses, le fait qu'on ne suit que des personnages féminins, le fait que ce soit des personnages féminins qui ont des relations assez tendues avec d'autres homologues masculins, je pense surtout notamment au niveau de la deuxième partie, qui se passe dans un milieu cinématographique, etc. Ça a l'air de tendre là-dessus. Et c'est vrai que voilà, c'est pas que un film d'horreur pour te faire peur, c'est aussi un film d'horreur avec un propos, ce qui le rend d'autant plus intéressant, je trouve. Pour le coup, moi, ça m'a pas du tout empêché d'apprécier le film parce qu'en le visionnant, j'ai pas forcément pensé à ce qu'il voulait signifier par la suite. Mais c'est vrai qu'un des indices, du moins que moi j'ai quand même perçu, c'était que je me suis dit que les relations et les dynamiques entre les personnages féminins et les personnages masculins, je les trouvais hyper justes et hyper, je me suis un peu identifiée en tant que femme dans certains traitements, certaines interactions que tu peux avoir avec des hommes. Pour le coup, le film montrait clairement certaines interactions. Et le fait que ça soit inclus dans le film, je me suis dit, c'est pas anodin, tu vois.
une chose que je me suis dit, c'est sûrement écrit par une femme, et effectivement, il y a une co-scénariste. Bah attends, justement, j'étais sur sa page. C'est Isabelle Peña qui a écrit notamment des films pour Sorogoyen, notamment Asbestas. Voilà, c'est cette scénariste-là qui, du coup, arrive vraiment à manier à la fois les personnages et les ambiances pesantes. Bah, très forte, bravo à elle. Voilà, c'est tout, en fait, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Pour rajouter, parce que je suis vraiment entièrement d'accord avec toi, en fait, à un moment, dans le premier épisode, j'avais dit qu'Auditi, j'avais beaucoup aimé la mise en scène de l'horreur et il y avait des effets que je trouvais très réussis, mais j'avais trouvé ça dommage que le film ne se prenne ou pas assez le temps ou alors surappuie à travers le sound design. Ici, je trouve que le film a une certaine sobriété qui fonctionne et qui, en plus, là où est-ce qu'il a tellement confiance par rapport aux effets qu'il montre, qu'il y en a certains qui vont avoir lieu en hors-champ. Je pense à un plan que je trouve terrifiant, qui est cette protagoniste au début dans la première partie, qui est sur son téléphone et qui fait alterner les deux caméras, celle devant, celle derrière l'appareil. Et en fait, le film est ce plan est un très 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 long zoom. Et en fait, justement, tant que la menace n'est pas présente, parce qu'on sait qu'elle va arriver, on sait, je veux dire, à partir du moment où on te dit qu'il y a une menace, ensuite, elle est beaucoup plus palpable. Et là, tu sais qu'elle arrive, mais tu ne sais pas quand. Et le film est très long par rapport à ça. Et justement, plus il y a ces allers-retours, plus il y a vraiment cette angoisse qui vient au fur et à mesure et qui te bloque et qui te met mal parce que tu sais pas quand c'est que ça va tomber et tu le crains que ça tombe. Et quand ça tombe, bah, ça en hors-champ. Je trouve que c'est extrêmement bien exécuté parce qu'ensuite, tu as vraiment ton imagination et c'est un film énormément sur l'imagination, le fait que quelque chose qu'on ne voit pas est une menace. C'est très bien réussi. Il y a aussi un détail qui maintenant me terrifie dès que je vais je me promène un petit peu en ville, c'est que c'est une idée que je trouve géniale. En fait, il y a deux bâtiments qui vont se répandre l'un l'autre. Je ne veux pas trop donner trop d'indices, mais il y a des bâtiments. Et en fait, c'est une bizarrerie anodine, je dirais. C'est pas bizarre en tant que tel, c'est juste que la manière dont le film va l'exploiter, ça le rend bizarre. Et je trouve que cette idée est toute conne, mais fonctionne tellement, elle s'inscrit tellement dans l'univers du film, qui arrive à rendre quelque chose d'assez banal, complètement terrifiant. Et puis, voilà, il y a une seconde partie qui est un petit peu en dessous par rapport... Enfin non, c'est pas qu'elle est en dessous, c'est qui va quitter un petit peu cet aspect horrifique, enfin qui va jouer avec nos attentes. Parce que des fois, ça va revenir au moment où on s'y attend pas, etc. Mais je trouve que le film, en dehors, raconte un récit qui est vraiment passionnant à suivre. Enfin, en tout cas, on est happé par rapport à ce qu'il raconte, parce qu'on sait qu'à n'importe quel moment, quelque chose peut tomber. Et c'est ça qui fait que le film nous met constamment sur nos gardes. Bref, voilà, je trouve que c'est un film entièrement réussi, avec une ambiance pesante parfaitement. Et aussi, on n'en parle pas, mais il y a un trio d'actrices que je trouve... Elles sont extraordinaires, les trois. Ah ouais, non seulement elles jouent super bien, mais en plus, elles deviennent très très vite attachantes. Je pense notamment à Marie, qui est interprétée par... Alors attends, c'est une actrice française, Mathilde Olivier. En fait, elle est déchirante dans le film par rapport à l'injustice qu'elle vit, l'oppression qu'elle subit, etc. Bref, c'est vraiment un super film. Ça s'appelle Les Maudites. Ça sort lui aussi au mois de mai et on vous encourage vraiment à découvrir ce film. Ça vaut vraiment le coup de le vivre parce qu'un film d'horreur, hein, malgré tout, c'est aussi comment il l'exécute et le rythme qu'il va installer qui arrive à créer justement cette tension et cette peur. Difficile de refaire ça en podcast, effectivement. C'est ça. Enfin, quoi que je peux vous le faire. Mais il y a un truc là. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il est là, lui? Voilà. J'espère que ça vous a un peu... Oh, wow, c'était Attends, je rajoute un petit bruitage. Voilà. Bref. Julie, t'es malade. Je suis malade. Eh ben écoute, repose-toi bien. Merci. Julie, profite. En plus, le nouvel épisode qu'on va sortir, nous, c'est dans une semaine. On l'enregistre dans 2 jours. Ouais. Littéralement. Voilà, c'est la fin. C'est la fin pour Gérard May. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Julie d'y avoir participé. Avec plaisir, merci Robin. On espère que ça vous aura donné envie peut-être de faire Gérard May si vous ne l'avez jamais fait, découvrir un petit peu ces films. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser, tout ce qui va être Oddity in Violent Nature, donc qui a gagné le Grand Prix au festival, ce sont des films que vous pouvez retrouver sur la plateforme Insomnia. Alors de ce que j'ai pu comprendre, si vous avez des codes canal, vous pouvez les retrouver. Donc voilà, si vous êtes curieux de découvrir ces Grands Prix
du festival. Voilà, on n'a pas vu Une violente nature. Oddity, on en a parlé lors du précédent épisode. C'est un film qu'on vous conseille plutôt pas mal. Enfin, en tout cas pour ma part. Ouais. Et bien sûr, on n'allait pas finir cet épisode sans quelques remerciements. Alors évidemment déjà, on n'en a pas trop parlé, mais on n'était pas seul au festival. On était accompagné de 2 très belles personnes, Damien et Jean-Claude. Et On oui. vous remercie, qui étaient nos colocs, qui est aussi... Dont un est mon père. Oui voilà, l'un des 2 est ton père et l'autre un ami à ton père, Oui. également un de tes amis et maintenant un de mes Ah. amis. On peut remercier aussi... Moi perso, j'ai un petit merci, un petit salut à Robin. Que j'ai envie de faire. Alors non, C'est vrai. je ne suis pas Julie qui vient de prendre la voix de Robin Doux, mais non, un Robin. Mathieu et Léona, bien évidemment. Emma Nico Benestan, tiens. Nico Quoi Nico, bien sûr, évidemment, Nicolas Martin, qu'on a croisé 5 minutes, mais on était très content de le voir. Et après, je ne sais pas si on a d'autres remerciements. Mais bref, encore une fois, toujours des gens aussi sympathiques en festival. D'ailleurs, les festivals, c'est chouette parce que ça permet de rencontrer des belles personnes. Oui, c'est toujours des bons moments. Donc merci à tous les gens qui font et qui participent au festival. Effectivement. Alors, on a une semaine, un programme vraiment chargé. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont vraiment des habitués du podcast, il n'y aura pas de spécial Lynch pour de suite. On a préféré décaler, notamment pour la sortie de cet épisode. Alors, le mercredi, on a une interview du réalisateur du film Le Mohican. Ensuite, on a dimanche prochain l'épisode des Césars. La semaine d'après, on a l'épisode des Oscars. En mars, on va avoir une chronique sur le film Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Et après, je sais pas si on a d'autres choses qui arrivent. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, voilà. Bong Joon-ho, mais je sais pas si on le dit. On a la spéciale Bong Joon-ho aussi, ça on vous en a déjà parlé. Et après, peut-être un épisode récap des films qui sont sortis cet hiver dont on nous a pas encore parlé. Bref, tout ça pour vous dire que si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas d'ailleurs à le noter, à partager si vous voulez en parler autour de vous. Ça nous fait un petit peu de pub et ça nous permet de pouvoir justement faire ce genre de festival et qu'on aime bien faire. Et puis voilà, je crois qu'on a tout dit. Donc on vous souhaite Soignez-vous bien si vous êtes malade. Exactement, oui, parce que c'est l'hiver, donc allez, bon courage, il reste un mois, on se met encore sur la couverture, on prend ses petits mouchoirs, on prend son petit chai latte si on sait en faire, son petit thé, là, on se met un petit film, une petite série, on se regarde du Severance, tout ça. Et en attendant qu'on le revienne, eh bien, allez voir des films, et surtout, n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est de dire « Ah bah, vive les films des Nepo Babies, non ?» Allez, salut, à la prochaine. Salut. Ciao. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.